bonjour. Parfois, une passion, ça rapproche. Et ça peut même lancer des projets assez fous. Tout à fait. Et c'est un peu l'histoire d'Aurélien et Thibaut, à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Leur truc, c'était les jeux de cartes. Et de là est née Alliance of Atléa. Exactement. Et aujourd'hui, on va explorer un peu cette histoire, comment leur jeu, qui est encore en développement d'ailleurs, fonctionne. Oui, on s'appuie sur quoi? Un article local, le Gabien, et puis une vidéo qu'ils ont faite eux-mêmes pour expliquer le jeu. L'idée, c'est de comprendre d'où ça vient, cette collaboration, et puis de décortiquer un peu les règles, voir ce qui le rend spécial, potentiellement. Alors, commençons par le commencement. L'amitié. 10 ans, tu disais. Comment ça a démarré? Apparemment, c'est Magic, The Gathering, qui est à l'origine de tout. Enfin, plus précisément, c'est la compagne d'Aurélien qui a fait le lien il y a une dizaine d'années. Ah, d'accord. Aurélien était déjà un joueur expérimenté? Oui, 20 ans de Magic derrière lui. Il a initié Thibaut, et les parties sont devenues leur rituel, quoi. Et l'idée de leur jeu, Alliance of Atlia, ça vient comment alors? Pas de Magic directement? Non, c'est plus inattendu. Ça remonte à 5 ans environ. Aurélien, il faisait du jeu de rôle en ligne. Ok. Et pour occuper les moments où certains joueurs n'étaient pas là, il a improvisé un petit jeu de cartes. Un truc rapide. Et Thibaut était là. Oui, il participait au JDR. Et il a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel dans ce mini-jeu. C'est intéressant ça. Leur expérience de joueur de Magic et d'autres TCG a dû jouer, j'imagine, pour éviter certains écueils. Exactement. Les sources disent qu'ils voulaient éviter les frustrations qu'ils avaient connues ailleurs. On n'a pas les détails précis, mais on peut penser aux problèmes de mana flute screw dans Magic ou aux tours qui durent une éternité. Oui, c'est probable. Le fait qu'ils soient joueurs eux-mêmes, c'est clairement un plus pour la conception. Ils savent ce qui peut être frustrant. Ils parlent aussi beaucoup de deck building, même si au début il y aura surtout des decks préconstruits qu'on pourra modifier avec des boosters. C'est classique pour lancer un jeu. Alors, justement, parlons des règles. Comment on joue? On incarne un maître de donjon. C'est ça l'idée centrale. Chaque joueur a 20 points de vie. Souvent on utilise un dé D20 pour les suivre. Le but, mettre l'adversaire à zéro. Et pour ça, on utilise des cartes, principalement des serviteurs. Oui, ces cartes serviteurs, elles ont plusieurs caractéristiques. Un coût en ressources, la monnaie du jeu, une vitalité, donc leur point de vie, et puis un dé d'attaque. Un dé d'attaque. Donc il y a du hasard quand même. Oui, pour la résolution des combats. Mais ils ont aussi des compétences, certaines au moment où on les joue, d'autres actives, d'autres passives. Et, point important, certains génèrent des ressources. Ah, ok. Comment ça marche les ressources? C'est là qu'intervient le donjon. Quand tu déploies un serviteur dans ton donjon, il t'apporte des ressources à chaque tour. C'est comme ça que tu peux jouer d'autres cartes plus chères. Il y a des starters qui coûtent 0 pour commencer. D'accord. Donc, faut choisir, est-ce que je mets mon serviteur au donjon pour les ressources futures ou est-ce que je l'envoie direct au combat? Exactement. C'est un choix stratégique clé. Surtout qu'apparemment, un serviteur envoyé au combat, il ne revient pas au donjon après. C'est un peu un aller simple. Ah oui, ça change pas mal de choses par rapport à d'autres jeux. Ça demande de réfléchir à 2 fois avant d'attaquer. Et pour pimenter tout ça, D'autres types de cartes. Bien sûr, il y a les événements, c'est des cartes de soutien. Il y a les phases que tu joues pendant ton tour pour booster une action par exemple. ok. Et les tours, qui sont plus réactives, tu peux les jouer n'importe quand, même pendant le tour de l'adversaire, pour contrer une action typiquement. Ça doit rendre le jeu très interactif du coup. Pas de temps mort où on attend juste son tour. C'est l'objectif affiché, oui, favoriser l'interaction du début à la fin. Il vise des parties d'environ 30 minutes. Et la défense? On peut se protéger? Oui, avec les artefacts. Ils coûtent des ressources, ont de la vitalité, mais ils n'attaquent pas. C'est des boucliers en gros. Faut les détruire avant de pouvoir taper le joueur. D'accord. Et il y a différents types d'artefacts? Oui, des portatifs qui sont liés à un serviteur et disparaissent avec lui, et des fixes qui restent en place. Bon. Et pour commencer une partie, c'est classique. Assez, oui. Main de départ de 5 cartes, possibilité de mulligan, donc de changer sa main si elle plaît pas. Le premier joueur ne pioche pas au premier tour. Après, c'est phase de ressources, puis phase d'action, jouer des cartes, déployer, attaquer. Très bien. Donc si on résume, une amitié qui naît autour des cartes, une idée qui germe pendant une partie de JDR, et un jeu Alliance de Phaléa qui semble mettre l'accent sur la gestion des ressources via le positionnement, des choix tactiques forts, Comme le fait que les attaquants ne reviennent pas. oui, et une interaction constante grâce aux événements. C'est une belle histoire de création en tout cas. Ça montre bien comment une passion partagée peut mener à un projet concret. Et les règles, même si on n'a qu'un aperçu, elles donnent une idée des choix de design faits pour essayer de proposer une expérience un peu différente. Tout à fait, ça reflète une volonté de répondre à certaines attentes précises, de la stratégie, moins de dépendance au hasard pur peut-être, et du rythme. Ce qui amène une question pour Fimir. Au-delà de la mécanique et de cette belle histoire de création,
Quelle est l'expérience de jeu profonde qu'Alliance Ophaléa cherche à offrir? Comment ce jeu espère-t-il se démarquer? Pas juste par ses règles, mais par le ressenti des joueurs, face aux mastodontes déjà en place.